Faut-il investir dans le top 10 français? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. On commence avec la liste du top 10 français en ce mois de juin. Alors, première capitalisation maintenant, c'est Hermès, suivi du LVMH. Donc, Hermès a dépassé LVMH récemment. L'Oréal, Schneider Electric, Total Energy, Essilor, Sanofi, Safran, Air Liquide, AXA. AXA apparaît dans le top 10 maintenant. Intéressant. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une de ces sociétés? On passe tout de suite sur le screener. Je vais vous expliquer les colonnes comme d'habitude. Alors, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en termes de market cap, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur entreprise sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court-free cash flow, le ratio cours sur capitaux propres. Ici, on ne va pas en tenir compte. Ratio cours sur capitaux propres tangibles, ça pourrait être intéressant pour AXA, vu que c'est une société financière. Le rendement des capitaux investis, rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, donc là plutôt pour les sociétés financières. Par exemple, pour AXA, ça sera intéressant de regarder, sinon on regardera le rendement des capitaux investis. L'endettement en termes d'EBITDA, donc dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y a un dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut dilution ou achat d'actions, free cash flow, bénéfice net et le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais il faut se rappeler que on verse les dividendes à partir des free cash flow. Donc il faut qu'il y ait une équivalence entre free cash flow et bénéfice net à minima pour que le payout ratio soit pertinent. On commence avec la première cotation boursière française, c'est Hermès. Donc dans le luxe, évidemment, super entreprise, 289 milliards de dollars de market cap. On est sur une forte croissance, 17,1% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Et, excusez du peu, mais ça, c'est de la croissance organique. Donc, c'est excellent. Hermès, c'est toujours de la croissance. On dirait qu'elle est insensible au cycle. On est sur des multiples de valorisation qui sont très, très élevées. C'est très cher, Hermès, et ça, on le sait. Donc, valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est à 39. 61 en ratio co-bénéfice, 68,5 en ratio court-free cash flow, ça, c'est très, très cher. On a une rentabilité après qui est exceptionnelle, 22% quasiment de rendement des capitaux investis. Donc avec une telle rentabilité, on est évidemment cash net. La société ne fait pas de croissance externe. Et donc sa croissance organique, elle est couverte par la rentabilité, sa rentabilité. Donc elle engrange du cash. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait du cash? De temps en temps, elle le rend aux actionnaires avec un dividende et un dividende exceptionnel. Bon, sur les 12 derniers mois, ça n'a pas été le cas. On n'a eu qu'un dividende ordinaire à 1,1%. Alors, le rendement de l'actionnaire est inférieur au rendement de dividende parce qu'il y a des actions qui sont remises en circulation. Potentiellement, il y a de la dilution. Alors, on attribue des actions en fait aux salariés et c'est soit des actions qui sont rachetées sur le marché et qui sont mises en autocontrôle et ensuite données aux salariés, soit ce sont des actions nouvelles. Donc ça, il faut vérifier ce point, s'il y a vraiment la dilution. En tout cas, le payout ratio est à 35% pour ce dividende. Donc ce dividende est très soutenable. Il pourrait même l'augmenter assez facilement. Alors, avant de continuer, si jamais vous cherchez une stratégie pour investir, comment détecter les meilleures entreprises, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran, ça vous amènera vers le guide d'investissement. Allez, on continue avec LVMH. Donc le numéro 2 maintenant, on est sur 271 milliards de dollars de market cap, 9,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais sur les dernières années, la croissance est plutôt en souffrance. Et c'est pour ça qu'on a des multiples qui sont relativement bas par rapport à l'historique. 11,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça commence à être... c'est pas très cher. En 21, ratio court-bénéfice, là non plus, c'est pas très cher. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, puisque la croissance est temporairement en berne, donc on n'a pas besoin de réinvestir massivement dans l'entreprise pour financer l'activité, puisque de toute façon, les ventes ne sont pas en rendez-vous. Donc, en attendant, on génère du cash pour l'instant, donc ça explique pourquoi ce ratio court-free cash flow est à 18,4. On est à 12,6 en rendement des capitaux investis, donc c'est quand même pas trop mal comme rentabilité, mais c'est quand même un cran en dessous de Hermès. On a de la dette, 1,1 une fois l'EBITDA en termes de dette nette, mais LVMH, il fait de la croissance externe. Donc cette dette, c'est le reliquat de la croissance externe qui est faite régulièrement pour booster la croissance totale. 2,7% de rendement du dividende, donc on a rarement
LVMH à ce niveau de rendement, hein, donc là, c'est quand même, à mon avis, intéressant. 2,6 en rendement actionnaire, donc là, il faut vérifier d'où viennent les actions mises en circulation. Donc il y a un petit peu potentiellement de dilution. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, un payout ratio qui est à allez, 50, donc c'est très soutenable à ce niveau. On peut même augmenter un petit peu le dividende, mais après, si les bénéfices se remettent à croître, je pense qu'il ne va pas augmenter les dividendes, hein, le manager, Bernard Arnault va réallouer, les free cash flow, enfin les cash flows vers de la croissance. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on a un dividende qui est soutenable à ce niveau. LVMH pour moi, c'est intéressant à ce niveau, hein, avec des multiples, assez bas. On va pas rester éternellement dans un bas de cycle sur le luxe. Ensuite, on passe à L'Oréal. Alors, le leader mondial des cosmétiques, 226 milliards de dollars de market cap, 7,8 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça reste une bonne croissance. Il y a la croissance externe aussi, hein, chez L'Oréal. La croissance organique, à mon avis, est quand même un peu plus faible que cela, mais bon, ça reste en bonne croissance. Les multiples sont un peu chers. On est à 22 en termes de valeur entreprise sur EBITDA, 34 en ratio coût-bénéfice et 33 en ratio coût free cash flow. Donc ça, c'est sûr que c'est pas donné, mais il y a de la croissance en face. On est à 15,4 en rendement des capitaux investis, bonne rentabilité quand même, 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc solidité du bilan, hein, quasiment pas de dette. Le rendement du dividende et le rendement actionnaire sont à peu près équivalents, pas très généreux à ce niveau, 1,9%. Et attention que le payout ratio est un peu élevé, à 56%, donc je pense pas que le dividende va augmenter beaucoup, tant qu'on reste à ce prix-là, enfin, tant qu'on reste à cette, valorisation-là. Vous n'allez pas avoir un rendement du dividende exceptionnel sur L'Oréal, mais vous allez avoir, grâce à la croissance et à la rentabilité, une bonne appréciation du capital. Donc pareil, L'Oréal, moi je pense que c'est qualitatif à ce niveau-là. Évidemment, c'est pour du long terme vu les multiples, hein. Pour LVMH, ça peut être pour du plus court terme puisque les multiples ne sont pas si cher payés que ça, mais pour L'Oréal, c'est un peu plus cher quand même. Ensuite, Schneider Electric, un des leaders mondiaux de l'électrification qui est bien sûr tiré par la croissance des data centers. 141 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Et je pense que ça va augmenter ça a augmenté sur les années passées, récentes, et sur les années futures, avec une demande de plus en plus forte en data center. Un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA à 19, c'est un peu cher. Alors, pareil pour les autres multiples, 32 en ratio coût-bénéfice, 29 en ratio coût-free cash flow. Donc, ça se paye quand même un peu cher, hein, mais bon, le marché anticipe la croissance future. 10,4 en rendement des capitaux investis, ce qui est correct comme rentabilité. Un peu de dette à 1,2 fois les l'EBITDA en dette nette. Bon, ça reste gérable, hein, pas de souci à ce niveau. 1,8 en rendement du dividende, 1,5 en rendement actionnaire. Il y a potentiellement un peu de dilution à vérifier. Un payout ratio qui est à 46% et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on a les moyens de verser ce dividende. On pourrait même l'augmenter un petit peu, mais la société est quand même en croissance, donc a besoin de réinjecter du capital pour alimenter la croissance. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le rendement, le payout ratio augmente beaucoup plus. Ensuite, Total Energy. Donc, on est sur le pilier français du pétrole et du gaz. Tout autre profil que les 4 autres entreprises précédentes. On est sur 130 milliards de dollars de market cap, 2,1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors attention qu'il faut normaliser. On est sur un marché qui est... l'entreprise n'a aucun pouvoir sur les prix. Donc, évidemment, elle subit les prix, ce qui explique qu'en fait, il n'y a quasiment pas de croissance. Ce qu'il faut regarder, en fait, ici, c'est pas la croissance du chiffre d'affaires. Sur Total, il faut regarder la croissance en volume. Est-ce que la production augmente? Et aussi, il faut vérifier, est-ce que les réserves augmentent, hein, les réserves 1P ou 2P, hein, prouvées et probables. Donc ça, il faut vérifier. Mais on n'est pas du tout sur une société de croissance, quoi qu'il en soit. Et c'est ce qui est reflété dans les multiples. 4,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher du tout. Moins de 10 en ratio coût-bénéfice, 9,9. Mais on est sur une société qui génère structurellement des free cash flow, puisqu'on n'a plus de croissance. Donc, on n'a plus besoin de réinvestir du cash pour développer l'activité. Donc, ce cash, on va le rendre aux actionnaires. Et ça passe par des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on a un multiple de ratio coût-free cash flow à 7,6. C'est bien en dessous des 10. Donc, là-dessus, vous avez une valorisation qui est tout à fait raisonnable sur Total Energy. 7,7 en rendement des capitaux investis. On est quand même sur une industrie qui est intensive en capital. Donc, je trouve que c'est une rentabilité qui est satisfaisante. 0,8 en EBITDA pour l'endettement. Donc, c'est pas trop endetté. On a un rendement qui est intéressant pour le dividende, hein, 6,6% sur un dividende qui est versé trimestriellement, agrémenté de rachat d'actions. Donc, ça vous donne un rendement de l'actionnaire à 13,2%.
Donc attention, ça va pas être, toujours le cas, c'est les rachats d'actions sont plutôt discrétionnaires, hein, en général. Donc sur les 12 mois passés, en tout cas, vous avez une forte hausse des vous avez un fort rachat d'actions. Ça va donner un rendement d'actionnaire à 13,2, ce qui est vraiment très, très bien, hein. Donc là, c'est vraiment typiquement pour un rentier, hein, Total Energy. On est sur un payout ratio qui est à 57% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc en plus, c'est très sécurisé comme niveau de dividende. Pas de problème pour, un rentier, mais pour un portefeuille value, ça se regarde, hein, Total Energy, vu les niveaux de multiples. Et puis, on a en suspens la cotation aux États-Unis qui, à mon avis, devrait quand même redresser un petit peu ses multiples, même si ça ne va pas être de manière extraordinaire, mais il y a quand même, un peu de marge à gratter sur le multiple, heu, en allant ce côté aux États-Unis. Ensuite, on passe à Essilor. Donc on est sur le leader mondial des verres optiques, et des montures maintenant avec, Luxottica. 127 milliards de market cap. On est à 8,8 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est plutôt une croissance externe, hein, sur Essilor. On est sur un marché qui est mature. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 21. C'est quand même cher payé, je trouve, et un ratio court-bénéfice à 52. C'est cher payé. 37 en ratio court-free cash flow. C'est plutôt une société qui, pareil, sur un marché mature, qui est plutôt émettrice de flux, qui dégage du flux, donc elle n'a pas besoin de réinvestir. Ce qui explique que ce multiple soit plus bas que le multiple de price earning, mais on est quand même sur une valorisation qui est cher payée, moi je trouve, pour le dossier, surtout qu'on a vraiment des capitaux investis qui est faible, hein. On est à moins de 5%, donc c'est une énigme pour moi. Pourquoi est-ce que Essilor se paye aussi cher? Oui, il y a la croissance, ok, mais il n'y a pas une forte rentabilité. On est endetté à hauteur de 1,8 fois l'EBITDA, donc c'est pas non plus énorme, mais ça pèse au niveau des charges financières. 1,6 en rendement du dividende, donc pas très, très, intéressant à ce niveau. Il y a potentiellement un peu de dilution avec 1,14 en, rendement de l'actionnaire. Des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, un payout ratio à 49%. Bon, c'est soutenable à ce niveau, mais c'est pas forcément très intéressant. Moi, Essilor, je pense qu'il vaut mieux en être, à l'écart, c'est beaucoup trop cher payé à ce niveau. Safran, le motoriste, aérien français, 124 milliards de dollars de market cap, 2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas extraordinaire, hein. Donc il y a pas de croissance externe sur Safran. On est sur des multiples, un peu chers pourtant, 21 en valeur d'entreprise sur EBITDA. On n'a pas de bénéfice net, on a eu une perte nette sur les 12 derniers mois. Ça veut rien dire parce que, c'est une perte comptable vu que les free cash flow sont positifs. Donc ça, c'est pas très inquiétant à mon avis. En ratio court free cash flow, on a 32,4. C'est quand même très cher payé, je trouve, hein, donc Safran, il y a eu une forte croissance du cours et il est parti trop loin à mon avis. Maintenant, on regarde la rentabilité, 26,4, c'est extraordinaire, hein, comme rentabilité. Et on est cash net sur Safran, donc très bien. Qu'est-ce qu'ils font de ce cash? Est-ce qu'ils vont le rendre aux actionnaires? Il faut vérifier. On a un rendement du dividende à 1,1% et un rendement d'actionnaire à 1,9%. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font des rachats d'actions? Si c'est pour annuler les actions, à mon avis, à ce prix, c'est pas intéressant d'avoir fait des rachats d'actions. Si c'est pour, les, donner aux salariés, aux managers et cetera, bah, de toute façon, on le fait à n'importe quel prix. Bon, il faut vérifier du coup, ces rachats d'actions, où est-ce qu'ils ont fini? Est-ce qu'ils ont fini en autocontrôle ou est-ce qu'ils ont, ces actions ont été annulées? Donc à vérifier. Rendement de l'actionnaire, à mon avis, soutenable, hein, à ce niveau, avec des free cash flow aussi élevés. Bon, Safran, c'est trop cher payé, à mon avis, il vaut mieux en être à l'écart. Ensuite, Sanofi, le laboratoire pharmaceutique français numéro 1. Je suis à l'écart de ce secteur structurellement parce que c'est, à mon avis, trop dangereux et c'est surtout réservé aux connaisseurs, hein. Lui qu'il faut connaître les pipelines, des médicaments, des molécules, et cetera. Bon, ceci étant dit, 121 milliards de dollars de market cap, 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 9,8 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18,4 en ratio court-bénéfice. Il n'y a pas de free cash flow. En tout cas, la donnée n'est pas disponible ici, il faut aller vérifier. 18,4 sur une société plutôt mature, qui n'a pas beaucoup de croissance. Après, on a une rentabilité qui est correcte, hein, 9,2%. Bon, je trouve que ça va. C'est raisonnable, surtout le multiple de VE sur EBITDA est pas trop cher non plus. Donc Sanofi à ce niveau-là, c'est pas trop cher non plus. On a un petit peu de dette, mais rien d'extraordinaire, 0,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça, c'est pas un problème. Ils vont, à mon avis, refaire des acquisitions derrière, hein, donc ça va relever le niveau de dette, mais ils sont obligés maintenant de faire des acquisitions pour avoir des nouvelles molécules, parce que la R&D ne suffit pas. Donc 9,2 rendement des capitaux investis, c'est quand même plutôt pas mal. On n'a pas l'info sur le dividende, le payout ratio. Bon, c'est 4,5%. De mémoire, c'est un payout ratio entre 60 et 65%. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça augmente beaucoup plus, hein, le rendement du dividende de Sanofi. 4,5%, c'est quand même correct. Bon, voilà, moi je suis à l'écart, mais pour un entier, ça se regarde. Pour un entier qui investit dans les pharma.
Air Liquide, la valeur préférée, une des valeurs préférées du particulier français. On est sur un des leaders mondiaux de la production de gaz médicaux, des gaz industriels, pardon. 119 milliards de dollars de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, je pense que c'est la croissance organique surtout. Bon, ils font aussi des acquisitions, hein, mais bon, c'est pas une croissance énorme. Bon, elle mérite d'exister. Les multiples sont élevés, 16,9 en valeur d'entreprise sur EBITDA, un price earning à 35, ça c'est cher quand même, 41,2 en ratio coût free cash flow. Pour moi, c'est trop cher, hein. On ne peut pas payer à n'importe quel prix, surtout que la croissance est plutôt moyenne. La rentabilité est correcte, mais bon, 9,7%. On a un peu de dette, 1,4 fois l'EBITDA en dette nette, rien d'insurmontable. On est sur un rendement du dividende à 1,8%. Potentiellement, il y a un peu de dilution à vérifier, 1,7% de rendement de l'actionnaire. Le payout ratio est à 52%. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc attention, ce payout ratio il est un peu plus bas en réalité. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de dramatique, donc bon, on a les moyens quand même de verser ces dividendes qui est franchement pas exceptionnel, hein. Donc Air Liquide, à l'écart, plutôt, plutôt trop cher à mon avis. Et ensuite, AXA, donc les assurances, donc ça c'est un secteur duquel je suis à l'écart, hein, c'est trop compliqué à analyser. Les assurances, on va surtout regarder, bon alors la capitalisation boursière est à 103 milliards de dollars. Croissance du chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, pour une assurance, donc il faut regarder. Parce que ce dont je me souviens, c'est qu'ils se sont séparés des activités, ils se séparent de l'activité assurance vie, qui n'est pas assez rentable. Donc, ça peut expliquer cette décroissance, hein, c'est simplement un changement de périmètre. Le multiple qu'on va regarder pour cette entreprise, ça va être plutôt le ratio coût-bénéfice, hein, 14. Pour moi, c'est un peu cher payé, hein. Les assurances, c'est comme les banques, on doit être en dessous de 10 parce que sinon, c'est un peu trop cher payé, un peu trop risqué. Et on veut une décote sur actifs tangibles, pareil. Sauf si vous savez analyser les bilans des assurances. Si vous ne savez pas le faire et que vous voulez quand même investir dans les assurances, demandez une décote sur actifs tangibles. Et là, on n'en a pas, donc pas de marge de sécurité sur AXA. Vous avez un rendement des fonds propres à 12,5, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal sans être exceptionnel, hein, vu qu'on a quand même du levier, hein, sur les assurances. 5,2% en rendement du dividende et 7,6% en rendement d'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions potentiellement. En termes de payout ratio, on est à 60%. On est soutenable pour ce niveau de dividende. Bon, AXA, intéressant pour un rentier qui s'autorise à investir dans les assurances sans marge de sécurité. Toutefois, qu'est-ce que je garderai dans cette liste? Alors, moi, mon profil, c'est investisseur value. Donc, il n'y a qu'une seule valeur qui correspond à ceci dans la liste pour moi, ça serait Total Energy. Si vous faites de la croissance, je pense que Hermès, quand même, pour de la croissance, c'est un peu cher, je trouve. C'est toujours trop cher. Donc, il faut en profiter d'un jour où il y a un trou d'air pour rentrer sur Hermès, mais je pense que là, c'est pas le cas. LVMH, par contre, ça, c'est intéressant, puisqu'il y a justement un trou d'air sur la croissance qui offre des multiples bas. Pourtant, vous avez vraiment du dividende pour patienter qui commence à être intéressant. Une croissance qui finira par revenir et des multiples pour l'instant qui sont assez bas. Donc, pour moi, LVMH, ça se regarde. L'Oréal également, c'est un peu cher. Ouais, c'est un peu cher quand même. Mais il y a de la croissance. Ils sont leaders mondiaux. Je pense, bon, le dividende n'est pas super intéressant, mais je pense que ça se regarde. Tout comme Schneider Electric. Ça se paye aussi un peu cher. Mais bon, L'Oréal et Schneider, si vous le gardez ça sur le long terme, hein, si vous gardez ça sur plus de 5 ans, je pense qu'il n'y aura pas de problème vous aurez quand même un gain en capital et vous avez quand même un dividende pour patienter en attendant. Donc ça peut être pas mal. Et c'est à peu près tout, hein. Air Liquide, je trouve qu'il n'y a pas assez de croissance pour justifier des multiples à ce niveau. Donc plutôt à l'écart. Voici pour cette revue du top 10 français. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.